Bonjour et bienvenue dans Justice Hebdo. Cette semaine, nous parlons des erreurs judiciaires et de la réparation des erreurs judiciaires. La justice de notre pays sait-elle reconnaître ses torts? On en parle avec nos invités. Bonjour à tous. Roland Agré, vous êtes un combattant, victime d'une erreur judiciaire, indemnisé, reconnu et indemnisé par la justice, et vous avez créé une association qui s'appelle Action Justice. Jacques Vergès, vous êtes l'avocat qu'on ne présente plus. Vous étiez dans l'affaire du meurtre de Mme Marchal, l'avocat d'Omar Radad, le jardinier marocain. Yves Charpenel, vous êtes avocat général à la Cour de cassation. La justice aujourd'hui, c'est vous, sur le plateau de Justice Hebdo. Et Denis Salas, vous êtes magistrat, enseignant à l'École nationale de la magistrature et vous êtes chercheur. Alors, on attaque tout de suite avec Imen Gouali. Imen et son coup d'œil dans l'actualité. Alors l'actualité, c'est le refus de la Cour de révision de rouvrir le dossier d'Antonio Madeira. Antonio Madeira, c'est cet homme de 53 ans qui a été condamné en juin 2001 à 12 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravées sur sa propre fille Virginie. Alors, ce qui s'est passé en 1999, Virginie Madeira, qui avait 14 ans à l'époque, a accusé son père d'avoir abusé d'elle depuis l'âge de ses 6 ans. Une accusation qu'Antonio, son père, a toujours niée, mais qui lui a valu une condamnation. Et en 2002, finalement, la jeune fille est revenue sur ses dires. Elle s'est rétractée, elle a expliqué dans un livre pourquoi elle avait menti. Une expertise gynécologique a déclaré depuis d'ailleurs que Virginie est vierge, mais néanmoins, le 12 janvier 2009, la commission de révision a refusé de revoir le dossier car pour elle, les rétractations de Virginie ne seraient guidées que par le désir de renouer avec ses proches. Il y a aussi le cas de Marc Machin dont on a beaucoup parlé. Vous pouvez nous rappeler cette affaire ? Tout à fait. Alors Marc Machin, c'est cet homme arrêté en décembre 2001 pour le meurtre d'une jeune femme assassinée sur le pont de Neuilly. Lors de sa garde à vue, Marc Machin a avoué les faits avant de se rétracter très vite. Mais malgré tout, il a été condamné par 2 cours d'assises en 2004 et en 2005 et écopé au final de 18 ans de réclusion criminelle. Mais au printemps dernier, coup de théâtre, David Sagno, un sans domicile fixe de 34 ans, s'accuse de ce meurtre et des tests ADN viennent même corroborer ses dires. Alors Marc Machin a depuis été libéré le 7 octobre dernier, après 7 années passées derrière les barreaux. Cependant, il n'a pas encore été blanchi. La commission de révision des condamnations a prononcé la suspension de l'exécution de sa peine et une procédure est actuellement en cours pour que son innocence soit reconnue par la justice. Merci Imen. Alors Yves Charpenel, la justice est-elle capable de reconnaître ses erreurs ? J'allais répondre simplement davantage qu'avant. C'est-à-dire que nous avons maintenant commencé, je crois, à prendre conscience qu'on ne pouvait pas se contenter de dire que la femme de César peut jamais être soupçonnée. Il y a beaucoup de procédures aujourd'hui qui permettent, c'est pas simple, mais qui permettent de reconnaître que la justice peut se tromper. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup plus. Nous avons une procédure de réparation de la détention injustifiée, on a une procédure de révision qui est difficile, on a des procédures en dysfonctionnement de services publics, donc on a des pistes qui permettent de se dire qu'une fois que la justice s'est prononcée, si elle s'est trompée, on a une chance raisonnable de pouvoir le démontrer. Vous le pratiquez au quotidien avec votre association Action Justice, Roland Agré. Vous défendez des victimes ou des gens dont vous pensez qu'ils sont victimes d'erreurs judiciaires. Vous êtes d'accord avec le discours de M. Charpenel ? Je suis pas tout à fait d'accord, forcément. Déjà parce que je considère qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'injustice, qui parlent de l'erreur judiciaire. Et ce sont des gens qui sont en situation de pouvoir la commettre. Donc sur vos épaules pèsent de très très lourdes responsabilités. Moi je suis dans le camp de ceux qui ont subi. Je veux simplement dire que moi je suis un usager de l'erreur judiciaire. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques améliorations, mais elles sont à mon avis infimes. Je pourrais citer plein d'affaires, l'affaire Dany Leprince. Je mets au défi... C'est votre combat aujourd'hui. Je mets au défi un seul magistrat consciencieux qui soit capable de lire le dossier complet, ensuite il me regarde dans les yeux. On dit Dany Leprince condamné pour le meurtre de son frère, sa belle-sœur et ses 2 petites nièces à Torigné-sur-Duay. À Torigné-sur-Duay. Et que vous défendez aujourd'hui, qui est en prison aujourd'hui, que vous défendez. Avant même de me plonger dans ce dossier... On ne peut pas entrer dans ce dossier, voilà. Roland. Mais je veux simplement dire que ce gars-là ne peut pas être coupable et simplement, on lit son dossier... On ne peut pas, en conscience, le refermer en disant on ne fait rien. Là, il y a plein d'éléments nouveaux, évidemment, qui sont en traitement à la commission de révision. Mais simplement, la lecture de ce dossier, c'est le plus immense bêtisier judiciaire dramatique que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je veux dire qu'un homme de conscience ne peut pas refermer ce dossier comme ça, simplement le dossier. Alors,
Voilà. Jacques Vergès, est-ce que la justice est capable de reconnaître ses erreurs, selon vous? Jusqu'à maintenant, très peu. Vous avez... J'ai entendu monsieur le procureur, l'avocat général à la Cour de cassation dire on a fait un progrès. C'était pas difficile. On est parti de zéro. Alors, à partir de zéro, on peut toujours faire un progrès. Mais le problème de l'erreur judiciaire ne doit pas être vu seulement au terme du procès, mais dès le départ. Bon. Dès le départ, le procès, dans notre jurisprudence, dans notre pratique actuelle, est faussé. Il y a une idée dès le départ qui est fausse, l'idée des policiers, que le juge entérine ensuite. Je vous prends un exemple. Vous avez un nommé Dalouche à Marseille. Il est poursuivi pour avoir tué un dealer. On lui dit, où étiez-vous ce soir-là? Il dit, j'étais en Espagne. On contrôle, c'est pas vrai. Des témoins confus disent qu'on l'a vu. Il a menti. Il a menti, donc c'est lui. Et puis, quelques années plus tard, on se rend compte qu'il a le cerveau en compote et que ce jour-là, il était enfermé dans une clinique. Si ses parents ne devaient pas retrouver ces documents, non pas pour la révision, mais pour se faire rembourser par la Sécu, ce mec serait toujours en cabane et tout le monde dirait il est coupable. Alors la justice a reconnu son erreur. La justice a reconnu son erreur, Jacques Vergès. Elle a reconnu son erreur par miracle. Oui. Si la famille n'avait pas trouvé ça, c'est bon. Un mot sur l'erreur. Et deuxième chose, vous avez, je prends l'affaire Christian Ranucci et le pull au vert rouge. Vous avez les déclarations du commissaire de police dès le départ. Il a menti, il a commis un délit de fuite, donc c'est lui. Le type commet un délit d'infraction routière, il commet un délit de fuite, donc c'est lui qui a tué la petite. Et là-dessus, tout démarre. Oui, Denis Salas. Et je dirais si que... vous permettez, Jacques Vergès, avant de continuer, il faut absolument préciser, et avant de poser le problème de la réparation d'erreurs judiciaires, ce qu'est une erreur judiciaire. Et alors, qu'est-ce que c'est? À mon avis, il y a 3 catégories pour essayer de repérer dans le paysage très rapidement. Il y a l'erreur judiciaire volontaire, où le juge délibérément transforme une preuve. Vous avez un exemple? C'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est la falsification d'un document au cours de l'instruction qui, effectivement, conduit à désigner un coupable. En l'occurrence Dreyfus. Ça, c'est l'aspect le plus connu. Et puis, il y a la faute involontaire. Deuxième cas de figure, où là, le juge, effectivement, veut aller dans la bonne direction, il veut traquer un terroriste, un pédophile, et puis, au cours de sa recherche, il commet une erreur, il se trompe dans son hypothèse. Il s'acharne, il s'entête. L'hypothèse soulevée par Jacques Vergès est intéressante. Effectivement, on veut le bien, mais en fait, on fait le mal, parce qu'on se trompe dans l'hypothèse de départ. Et puis la troisième catégorie, c'est ce qu'on pourrait appeler l'erreur du système judiciaire tout entier. Dans l'affaire d'Outreau, on a repéré 200 personnes qui ont œuvré dans ce procès. Qui ont eu à connaître du dossier, des magistrats, des avocats, des enquêteurs, des experts. Bon, tous ces gens-là se sont collectivement trompés. C'est l'erreur collective qui, effectivement, elle, n'est pas imputable à une personne et est imputable à une collectivité qui doit rendre compte de cette responsabilité. Alors, et ensuite, vous pouvez répondre à votre question. Comment réparer cette erreur? Selon le cas de figure où on se trouve, on va repérer les modes de réparation adéquats selon qu'il y a faute, ou acte involontaire ou erreur collective. Je pense qu'il y a le comment, les mécanismes, comment se produit une erreur judiciaire. Il faut déjà savoir que sur le terrain, les enquêteurs peuvent oublier un élément. Oui. Ils peuvent oublier un témoin. Et cela va automatiquement se retrouver sur le bureau du juge d'instruction, qui lui a aussi d'énormes responsabilités, et ce n'est pas un surhomme, ce n'est qu'un homme, n'est-ce pas? Et donc, de ce fait faillible, il peut être confronté à des faux témoignages. C'est des faux témoignages. Il peut être confronté à des expertises qui soient très approximatives. Il peut lui manquer des éléments. Un élément très important, c'est dans le dossier. Et le dossier est un élément très lourd dans l'appréciation des faits. Si le dossier, il y a plein de vérité, on va automatiquement vers ce que j'appelle un déraillement. Je crois que la première question, me semble-t-il, si on veut avancer, c'est d'abord comment on peut prévenir une erreur judiciaire. Parce que la définition la plus large, elle est
données-là, avant de la réparer, parce que c'est bien de réparer quand on s'est trompé. Comment est-ce qu'on aurait pu le prévenir ou trop? C'est des bonnes questions, mais il faut se les poser avant, si possible. C'est-à-dire comment on fait pour limiter. Une fois que c'est arrivé, il faut des processus pour réparer ce qui a été abîmé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour réparer ce qui est abîmé, il n'y a pas 50 choses. D'abord, il y a le fait de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est un progrès qui est considérable psychologiquement. Moi, j'ai le privilège de conclure à la commission de réparation des détentions. Tous les mois, je vois des gens qui sont victimes d'erreurs judiciaires, qui viennent réclamer, non pas justice, ils réclament des réparations. Donc là, le fait financier. L'argent ne remplace jamais la souffrance qu'on a éprouvée, mais au moins, on vient vous dire, OK, l'État, le système s'est trompé. La douleur. C'est déjà ça. Après, il y a tout le caractère de la prévention. Comment on fait des enquêtes qui soient moins friables? Comment on se laisse moins berner par des faux témoignages? Comment on évite le pire, à mes yeux, qui sont le témoin de bonne foi qui se trompe? C'est-à-dire les juges de bonne foi qui croient avoir raison et qui continuent. Le plus dur, c'est de mettre le frein à main, d'être capable de dire oula, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler en amont, me semble-t-il, au début. Jacques Vergès, on va laisser parler Jacques Vergès. Je crois que, en fait, actuellement, tout le système fonctionne d'une manière très défectueuse et s'oriente vers, je pense qu'il y a bien 10 ou 12% de cas d'erreurs judiciaires en France. J'ai donné l'exemple de Dahalouche. Je parle d'affaires que je n'ai pas contrôlées. Dans les journaux, j'apprends qu'à Grenoble, un type est arrêté pour falsification de chèques. L'expertise graphologique dit que c'est son écriture. 3 mois après, un miracle a lieu. On arrête un mec qui a le chéquier volé sur lui. Les deux écritures ressemblent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au procès de Christian Ranucci, ils sont 3 avocats. Le plus jeune, ils sont répartis les tâches. Le plus jeune dit, moi, je ne plaide pas. Les deux autres disent, mais comment ça? Il dit, je ne veux pas plaider non coupable. Guidicelli? Oui, je ne veux pas plaider non coupable. Tu le crois coupable? Non, je le crois innocent. Mais alors tu es fou? Non. Vous n'allez pas obtenir de la cour d'assises, des magistrats de la cour d'assises, qu'ils désavouent les magistrats de la cour de la chambre de l'instruction, lesquels n'ont pas désavoué le juge d'instruction, lequel a travaillé sur l'hypothèse des flics. Et donc, plaidant ainsi, vous perdez l'occasion de plaider des circonstances atténuantes, tandis que si vous plaidez coupable pour un innocent, vous pourrez plaider des circonstances atténuantes. C'est une accumulation de choses, l'erreur judiciaire. Et donc, ce type, c'est terrible à dire, mais ce type avait raison. Pour sauver un innocent, il faut parfois plaider coupable. Parce que vous avez toute la chaîne. C'est pas tout à fait une accumulation de... Toute la chaîne qui nous savons très bien comment ça se passe. Vous allez devant un juge, une affaire est présentée devant le juge. Il a suivi l'affaire, il est au courant de l'enquête préliminaire. Vous, avocat, vous débarquez, vous ne connaissez pas le dossier. Bon. Il y a le juge des libertés. Oh là là. Alors le juge des libertés, dans la chambre à côté, il ne connaît rien. Et le juge désigné, le juge d'instruction, lui dit, il faut garder le mec en cabane. Et l'avocat arrive, qui ne connaît pas le dossier, qui dit non, il faut le mettre en liberté. Le principe, c'est aller en cabane. Et c'est l'affaire d'Outreau. Et quand l'affaire arrive devant la chambre de l'instruction, eh bien, écoutez, il y a le juge des libertés, et puis le procureur, et puis le juge d'instruction. Ben, on va confirmer. Et puis ensuite, et finalement, ça arrive. Alors, Outreau, c'est toute l'institution. Mais je ne dirais pas que c'était la faute d'un seul type. Je dis tous, ils sont coupables. On laisse répondre la justice, Roland Gray, juste avant de vous donner la parole, on laisse répondre les magistrats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation? Je pense qu'il y a d'abord la question de la vérité judiciaire. C'est-à-dire que le problème dans ce que vous soulevez, c'est qu'il y a une communauté de magistrats, mais aussi d'autres acteurs, experts en particulier, qui partagent la même conviction par rapport à un dossier. Et comme le dossier, d'une certaine manière, est transmis du juge d'instruction à la cour d'assises, et ensuite le jugement est prononcé, l'impact de l'audience publique, malheureusement, va devoir être de plus en plus stimulé pour contredire la vérité du dossier. Donc l'enjeu dans notre procédure pénale, c'est d'opposer l'audience publique où peut se manifester une vérité qui donne la chance à tous les protagonistes d'une affaire par rapport à une vérité qui est scellée dans un dossier et qui est en particulier construite par les procès-verbaux de police et par les expertises. Mais là, je répondrai ceci. Comment compenser? Vous avez parlé de l'expert. L'expert vit d'expertise. Qui nomme l'expert? Le juge. Le juge d'instruction. Bien sûr. Moi, un jour, dans une affaire,
Je prends l'affaire Omar Haddad. Les experts, graphologues nommés par le juge, disent c'est l'écriture de la morte. Omar Mathieu. Oui, Bon, les experts nommés par la commission de révision disent on ne peut pas dire. Et moi, je vois un expert qui me dit c'est pas son écriture. Je dis je vous fais citer comme témoin. Il me dit vous voulez que je perde ma place? Non, je crois que là, il faut quand même dire qu'on n'est plus dans la justice de cette nature. Aujourd'hui, on a consacré, même au plus haut niveau, c'est-à-dire à la Cour de cassation, le principe que même l'expertise pénale, celle qui est demandée par un juge, elle peut être demandée d'ailleurs par toutes les parties, elle est aujourd'hui contradictoire. Je crois que les débats publics et la contradiction, c'est un des facteurs de prévention de l'erreur judiciaire. Il y a quand même la défense de pouvoir désigner un expert. Il y a deux constats importants. C'est que dans toutes les erreurs judiciaires, les mécanismes se retrouvent de manière systématique et quasi identique. C'est quoi les mécanismes? Eh bien, des faux témoignages, des pièces qui manquaient, un dossier qui a été bricolé quelquefois. Un boulot mal fait? Un boulot mal fait. De toute façon, que ce soit Outreau, n'importe quelle affaire, on se rend compte que finalement, ce n'est pas l'institution qui est à mettre en cause. On se rend compte que nous, on a eu affaire à des défaillances humaines et ce sont des gens, des magistrats en certaines situations qui se sont rendus faillibles et qui ont failli tout simplement. Donc c'est une erreur humaine. Ensuite, il y a le problème que j'appelle du choc émotionnel et qui dirige bien souvent c'est quoi le début. Voilà. Eh bien, je prends l'affaire d'Annie Le Prince ou l'affaire d'Outreau, pareil. Vous avez des enquêteurs qui sont des humains, n'est-ce pas, qui sont sur des lieux de meurtre, ils voient des gamines, ils voient des parents massacrés et tout. Moi, je suis père et grand-père, je me mets à leur place. Je vois la juge d'instruction. C'est l'horreur. Moi, on me présente Dany Le Prince. Je viens de voir. Et là, j'ai le pressentiment, j'ai même pas la certitude que je le mets en prison. Eh ben, j'ai écoutez, peut-être même envie de le couper en deux, jamais agir seul. Yves Charpenel, on va écouter quelqu'un. Après, mais par contre, dès l'instant où le premier élément arrive, qui contrarie, il faut mettre à plat l'émotion et tout reprendre à zéro. On va écouter quelqu'un qui a été victime d'une erreur judiciaire. Écoutez bien ce témoignage qu'Imen est allé recueillir. Effectivement, il s'appelle André Casse. Il est l'une des rares erreurs que la justice a reconnues. Le 5 avril 1992, sa femme, Sylviane Casse, est assassinée dans leur maison alors que lui et leurs enfants sont allés au cinéma. Sur la base d'une dénonciation douteuse, André Casse est jeté en prison 1 an et demi après. Au total, il a passé 3 ans derrière les barreaux avant qu'un non-lieu soit prononcé le 26 mars 2004. Et aujourd'hui, André Casse ne décolère toujours pas. On l'écoute. Un assassin tue ma femme. Mes gosses n'ont plus de père ni de mère. Sont livrés à eux-mêmes. Heureusement que ma fille s'en est occupée pendant 3 ans. Parce que sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait. Personne ne s'est préoccupé de savoir si les gosses manquaient de quoi que ce soit, comment, rien. Et donc, ils ont mis 8 ans avant de me permettre d'avoir un non-lieu et de dire je repars. C'était intéressant. Ça m'est arrivé, j'avais 40 ans. J'ai été libéré de tout. J'avais 53 ans. Schématiquement, j'ai perdu plusieurs millions d'euros et ils m'ont donné une obole. J'ai eu le tiers de ce que monsieur l'avocat Charpenel, avocat général pour la Cour de cassation, proposait. L'erreur judiciaire, elle est multiple. Elle est d'abord quand on met en prison les gens qui ne doivent pas être en prison. Elle est aussi parce que pendant qu'on s'acharne sur vous, on oublie d'enquêter sur les vrais coupables. La justice est composée d'hommes. Malheureusement, s'il y a quelques hommes absolument remarquables, dans son ensemble, la justice, quand elle est collective, elle est sourde, aveugle, même muette, puisqu'elle ne s'exprime pas, et elle refuse, mais systématiquement, de reconnaître. La grosse difficulté pour l'homme, en général, c'est de prononcer 4 mots. Je me suis trompé. 4 mots. Or, pour la justice, c'est impossible. Parce que pour eux, c'est la remise en cause de la chose jugée. Et pour eux, elle est sacrée. Mais on est dans une noblesse de robe. C'est le roi et les grands seigneurs. Yves Charpenel, vous aviez demandé à ce que André Casse soit indemnisé dans des proportions plus importantes. On ne vous a pas suivi.
Écoutez, c'est le jeu de la justice, si vous voulez. Moi, j'ai travaillé sur un dossier. Il m'était apparu que la demande qui était formulée méritait une indemnisation d'un certain montant. Les juges, en leur âme et conscience, après un débat contradictoire, sur la base d'expertise qu'on avait demandé, ont estimé que le chiffre pouvait être inférieur. Là, c'est pas inférieur, c'est 3 fois moins. Il est inférieur. Donc c'est la décision des juges. Chacun doit jouer sa partition. Là, nous avons une personne qui a été victime d'une série d'erreurs. Donc on a reconnu avec beaucoup de temps, et je rejoins sur une chose évidente, il n'est pas normal encore qu'aujourd'hui on mette aussi longtemps à reconnaître qu'on n'ait pas fait tout ce qu'il fallait faire. Bon, là, dans son espèce, on a fini par le reconnaître. Il a été indemnisé d'un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous avez calculé cette indemnisation ? D'abord, il y avait beaucoup de dégâts qui avaient été causés, qui ne sont pas que matériels. Il y avait des dégâts psychologiques. Par exemple, il a physiquement souffert de cette détention. Il a vu son activité professionnelle complètement dévastée. Et donc, il a fallu qu'on demande à des experts, des gens qui savent mesurer, quantifier l'inquantifiable, parce qu'on peut mesurer une perte de salaire, mesurer la souffrance carcérale, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est pas simple. Et ils vous ont dit ça fait tant ? Ils ont dit voilà, c'est de tel niveau de souffrance. Est-ce que vous avez demandé la même chose nationaux. Est-ce que vous avez demandé ce que les experts estiment ? Vous avez demandé la même chose ? À partir du moment où on demande aux experts des évaluations et que leur évaluation paraît professionnellement sérieuse, j'ai pensé que ça pouvait être le cas. Mais je répète, l'avocat général, il représente là la société et il s'exprime au nom de la société. Après, les juges s'expriment au nom de la loi et apprécient ce que vaut la souffrance de quelqu'un. C'est un métier difficile. Qu'est-ce que votre souffrance à vous, Roland Grelle, a été indemnisé ? La souffrance, on n'indemnise difficile de pas vous la demander. souffrance. Alors, on rappelle rapidement, je rappelle rapidement, juste une seconde. Vous avez été condamné à 15 ans de prison pour un meurtre commis en 1973, c'est ça, que vous n'aviez pas commis, réhabilité en 85, indemnisé en 2005. Terminer les indemnisations en 2005. Dans des proportions qui vous paraissent, qui vous ont paru raisonnables. C'est pas une question d'argent, si vous voulez. C'est une question, y compris mon fils a été indemnisé, c'est très important, y compris Marie-Jo. Marie-Jo, c'est votre épouse. C'est mon épouse. Et Julien, mon fils. Votre fils Julien, tout le monde a été indemnisé. Qu'il y ait une indemnisation, parce que moi, j'ai eu une reconnaissance. J'ai l'erreur qui avait été commise. J'ai vu une reconnaissance, mon fils aussi. Il n'a pas touché grand-chose, mais je l'ai vu soulagé. C'est un geste. Marie-Jo, pareil, elle avait été vandalisée pendant des années, son portefeuille, parce qu'elle était secrétaire à Cacharel, en voyage, en avocat, etc., etc. Donc, elle n'avait pas été indemnisée. Moi, à l'époque, la loi étant ce qu'elle était, j'avais été indemnisé sur la détention préventive, c'est-à-dire 3 ans. J'allais pas faire cadeau de 4 ans de prison, j'allais pas les garder sur mes genoux. C'est pour ça qu'en 2005, j'ai dit, bon, il faut que je termine maintenant, à force de m'occuper des autres. Je m'étais rendu compte que même matériellement, j'avais délaissé ma propre famille. 73, 2005. 35 ans pile. Vous auriez eu le temps de mourir 10 fois avec tout ce que vous avez fait en prison, avaler des manches de fourchette. Le 11 novembre, j'étais rentré, le 10 novembre, j'étais rentré en garde à vue, à l'époque en 70. Et en 2005, je me tire une balle dans le pied le 10 novembre. Après, vous êtes coupé des doigts. Mais ça, je me suis coupé les doigts à l'époque. Parce que j'ai été, si vous voulez... Que vous avez jeté devant le ministère, la porte du ministère de la Justice. Je suis allé les porter. C'est-à-dire que ce qui est insoutenable, tout ça, voyez-vous, pour en terminer avec l'argent, avec moi, on ne sera jamais quitte. Qu'on m'ait donné 1 franc ou tout l'or du monde, c'est pareil. C'est pour le coup de la reconnaissance. On a restitué quelque chose et j'ai vu que ça remettait d'aplomb même dans la tête de mon petit. Pour moi, c'était vachement important. Quand je suis gracié par Giscard en 77, après 7 ans de prison, une interminable grève de la faim, il est évident que je ne peux pas accepter cette posture. Bien sûr. Je suis non coupable. Je ne peux pas accepter ce qu'on peut dire une faveur présidentielle. Et ensuite, il a fallu que je me batte évidemment jusqu'à l'extrême, me trancher les doigts, que j'ai porté au garde des Sceaux. À M. Bruno Cotte, d'ailleurs, il en a eu un sur son bureau. Voilà. Et ensuite, pour les indemnités, évidemment, on fait appel à la cour d'appel de Grenoble. Qu'est-ce que vous indemnisez ? Le chèque, c'était un chèque ministère de la Justice, c'était quoi ? Ah ben ça, j'en parle pas, c'était de l'argent. Non, mais non, l'ordre, c'est qui ? L'ordre, trésor public. Voilà, moi j'ai donné mes coordonnées bancaires et la banque m'a prévenu. Un chèque du Trésor public. Jacques Vergès, les responsables... Quand même, il a fallu que je me tire une balle dans le pied, parce que le jugement... Au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme, parce que pensant à ce qu'avait dit Chirac à l'époque, les anti-européens allaient se tirer une balle dans le pied. D'ailleurs, je lui ai écrit, je dis, vous savez, monsieur le Président, vous venez de me donner une drôle d'idée. Moi, mis à part que je vais le faire vraiment.
Et alors, moi, le plus terrible pour moi, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai organisé une fête avec plein d'amis journalistes après. Et que vous avez brûlé votre dossier. Après, oui. C'est que chaque fois, je me suis coupé les doigts, la justice a dit après, ah oui, il avait raison. Je me tire une balle dans le pied. 5 jours après, nous sommes reçus au ministère de la Justice, au cabinet de Pascal Clément. Dans la foulée, j'entends sur les ondes M. Pascal Clément qui s'exprime, qui dit effectivement, après expertise du dossier des consorts agréés, eh bien, c'est pas un passe-droit, ils méritent les indemnités. Mais il avait fallu avant que je me tire une balle dans le pied. Moi, je voudrais poser une question à Jacques Vergès. La responsabilité des magistrats dans tout ça, vous, avocat? Écoutez, je prends un dossier, je ne donne pas les noms, mais enfin tout le monde devine. Vous avez un dossier. Le magistrat qui enquête est de bonne foi, disiez-vous. Il y a une autopsie de la morte. On l'incinère avant de communiquer le rapport d'autopsie à la défense. Dites-moi si c'est normal. Et est-ce qu'il y a de la bonne foi là-dedans? Le magistrat n'aurait pas dû laisser faire? Le magistrat aurait dû informer la défense de la contre-autopsie, peut demander une contre-autopsie éventuellement. On trouve dans la chambre à coucher de la morte un appareil de photo. Dans l'appareil, il y a une pellicule engagée. Le juge estime, à juste titre, que ça peut être important. C'est les photos des dernières rencontres de la morte. Il demande aux gendarmes de développer la pellicule. Les gendarmes développent. On lui apporte les photos, il dit, sans importance, il faut brûler ça tout de suite. Voilà ce que fait le juge. Et on va me dire que le juge a agi en âme et conscience, mais là, il y a une faute impardonnable. Une faute impardonnable. Alors, la faute impardonnable, comment est-ce qu'on la sanctionne? D'abord, on la sanctionne quand il y en a une. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut démontrer dans chaque dossier qu'il y a bien eu une faute. Hein, là, on parle d'une affaire, il y en a d'autres. Il y en a quand même à peu près 6 millions par an d'affaires. Hein, donc, ça n'enlève rien. Non, les fautes, je ne sais pas comment on les compte, mais quand on en trouve des fautes, on essaie d'y répondre. Et on peut y répondre parfois en mettant en cause la responsabilité professionnelle du magistrat. Dites-nous assez rapidement ça. Vous avez la principale difficulté que moi je mesure dans la justice pénale du quotidien, celle qui s'adresse à tout le monde, c'est les problèmes de compétences techniques, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'affaires que les gens peuvent négliger de mettre toute leur capacité professionnelle au service de toutes les affaires. Parce que là, on parle de meurtre, on parle d'affaires criminelles, mais la justice du quotidien, vous savez, quand on rencontre les gens, ils ne sont pas davantage contents quand on a maltraité une affaire qui paraît pas importante. Donc là, la première difficulté, c'est d'avoir des acteurs de justice qui soient des vrais professionnels. C'est là-dessus qu'il y a du chemin à faire et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous dire que les magistrats ne sont pas à la hauteur en France? Si, bien sûr que si. La preuve, d'ailleurs, sinon on aurait des erreurs permanentes. Je dis simplement que quand il y a une erreur... Il y a du chemin à faire. Parce qu'on progresse toujours en matière de professionnalisme. Reconnaissez qu'avec les nouvelles techniques d'enquête, avec les nouvelles lois qui sont votées régulièrement, les magistrats, comme les avocats, sont obligés de s'adapter. Il y a un autre aspect, moi, sur lequel je voulais revenir, dont André Casse parle très bien dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pendant qu'on met un innocent en prison, on a un coupable qui court toujours et il est difficile à des années après de reprendre l'enquête. Ça, je trouve c'est très important parce que, et André Casse a oublié de le mentionner dans ce reportage, c'est que l'affaire effectivement était bouclée quand elle est arrivée sur le bureau du parquet de Rouen, je crois. Mais en même temps, il y a eu cette culture du doute qui a animé le procureur, je crois que c'est le procureur Schmitt, qui a quand même repris intégralement le dossier, qui a réexaminé le dossier, il a pris le temps nécessaire par rapport à la logique de productivité que vous évoquez tout à l'heure. Et qui a fait triompher la culture du doute par rapport à la logique de la culpabilité. Et ensuite, le dossier a pu être, la culpabilité a été inversée. Donc ça me semble très important de ranimer cette culture du doute face à ce que vous disiez, à savoir une logique de productivité de plus en plus importante dans la magistrature, une culture des résultats effrayante dans ce qui est exigé. C'est aussi des statistiques qui sont exigées des juges, une productivité et les procédures simplifiées. Si vous voulez, le plaidé coupable aujourd'hui, on a calculé que le plea bargaining aux États-Unis, si vous voulez, qu'il y ait la négociation de culpabilité avant le procès, implique pour l'accusé de se déclarer coupable pour éviter une sanction plus importante avec des peines automatiques qui surgissent après. Alors, Denis Salas, moi je voudrais, j'attrape au vol le mot sanction. Est-ce que vous pouvez me dire l'un ou l'autre, les sanctions, ça va de quoi à quoi ? Alors c'est pas compliqué. Les sanctions, elles vont. J'ai pratiqué, si je puis dire, parce que en tant que procureur général, j'ai eu à mener des enquêtes disciplinaires sur des magistrats qui avaient failli. Alors ça va d'où à où ? Ça va de l'avertissement qu'on met dans le dossier jusqu'à la révocation. J'en ai même un qui est parti en prison, puisque en dehors de la suspension des droits de la retraite, parce qu'il avait commis une faute majeure. On a réussi à la démontrer. Est-ce qu'on peut dire la faute sans dire qui il est ? Eh bien, c'était le fait de vendre ses jugements en fonction du justiciable qui était là, de la corruption, tout simplement. Il est allé en
en prison. Et je crois que ça, c'est pas simple à faire. Hein. Il a fallu faire des enquêtes énergiques, mais toute la gamme des sanctions est possible. La difficulté, c'est d'arriver à faire la preuve. Et je voudrais dire un mot quand même, on accuse beaucoup de magistrats à tort aussi. Il y a des magistrats qui gênent. Donc c'est vrai que l'accuser un magistrat d'avoir commis des fautes ou des erreurs peut être une manière de l'éliminer. Donc il faut faire attention aussi, la vérité peut être toujours à double visage. Est-ce que quelqu'un sait combien d'erreurs judiciaires ont été reconnues officiellement en France? Pardon? Combien d'erreurs judiciaires reconnues en France? Écoutez, c'est une très petite portion. Et là-dessus, je voudrais parler de l'erreur judiciaire cynique, ouverte, brutale. C'est l'assassinat de Jaurès. La cour d'assises de la Seine se réunit. Monsieur Villain reconnaît qu'il a tué Jaurès dans un moment de fureur patriotique. Et la cour d'assises décide qu'il est innocent. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé ainsi. Irresponsable de ses actes, article 64. Devant la Cour de cassation, et la Cour de cassation, Bridoison dit... On ne discute pas une décision de justice, maître. On est arrivé au terme de notre émission qui s'achève maintenant. Merci d'être resté avec nous. Merci à nos invités. Juste avant de nous quitter, un petit tour dans votre bibliothèque, Imen. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer Les grandes erreurs judiciaires de Laurent Dibos, Dany Durand et Evelyne François. Un livre qui présente en détail les plus grandes erreurs de Dreyfus à l'affaire d'Outreau aux éditions Pratt. Ou encore J'ai menti, le témoignage poignant de Virginie Madeira qui a accusé son père d'avoir abusé d'elle avant de se rétracter. On en parlait tout à l'heure, c'est aux éditions Stock. Et puis bien sûr, le livre de Maître Vergès, Les erreurs judiciaires, un ouvrage dans lequel il démonte les rouages de la justice qui conduisent aux erreurs judiciaires et plaide pour une réforme en profondeur de la justice. Et c'est aux Presses universitaires de France. Merci Men, merci à vous tous. Vous en avez pourtant tellement écrit. Merci à tous et à la formidable équipe technique de Justice Hebdo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et cherchez les livres de Roland Agré.